qui est professeur de littératures italiennes à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste de la littérature du XVe siècle, du XVIe aussi, et voilà, qui a un champ de spécialité sur des sujets denses et tout à fait passionnants, et qui va nous parler aujourd'hui de Machiavel, oui. Plus précisément de l'édition de La Testina. La Testina de Machiavel, voilà. Oui. Oui, il faut changer. Alors, j'ai eu le plaisir de... Bon, d'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Merci à mon tour de remercier les organisateurs et la municipalité, les bibliothécaires qui nous ont vraiment non seulement accueillis, mais suivis de près. Et donc, j'ai eu le plaisir de découvrir dans la bibliothèque Fesch un fonds très important d'ouvrages et d'auteurs italiens. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Pour l'instant, je n'ai apporté qu'une petite pierre concernant deux exemplaires conservés dans la bibliothèque Fesch. Un, malheureusement, incomplet, de la première édition des œuvres complètes de Machiavel, qui a été appelée La Testina, dite de La Testina, la petite tête, justement en référence à ce portrait de Machiavel qui apparaît sur la page de titre. Alors, c'est un portrait, comme vous pouvez le voir, pas très avenant, un peu ambigu. On y voit un homme à moitié chauve, avec un grand nez camus. Il est tourné vers la droite et il tient à la main un exemplaire, un livre. Alors, ce portrait est une métaphore de la renommée sulfureuse et fort controversée qui accompagne Machiavel, un penseur considéré par certains comme amoral et cynique. Or, dans l'histoire éditoriale des ouvrages de Machiavel, cette édition a une importance considérable parce que, comme je l'ai dit, c'est la première édition des œuvres complètes. Auparavant étaient déjà parus les ouvrages séparément. Et cette édition sera suivie par une série d'autres éditions, toutes sans lieu ni nom d'imprimeur, et toutes elles portent la date de 1550. Ce recueil est divisé en 5 parties et comprend les ouvrages suivants: les histoires de Florence, le Prince, la vie de Castruccio Castracani et des œuvres politiques dites mineures, les discours sur la première décade de Tite-Live, l'art de la guerre, l'âne d'or, les chapitres, les décennales, la mandragore et la Critia. C'est une édition, comme j'ai dit auparavant, qui est une histoire complexe. Alors, il y a eu un des premières études importantes à ce sujet a été effectué dans les premières décennies du XIXe siècle par Bartolomeo Gamba, qui a mis en évidence le fait que de cette édition, il a répertorié 5 exemplaires. Il les a tous décrits minutieusement. Il laisse entendre qu'en raison du grand succès que cette édition a connu, il y aurait peut-être dans les bibliothèques publiques ou privées, ce n'est pas ici pour l'instant, mais il pourrait y avoir d'autres éditions, enfin d'autres exemplaires de cette édition avec des particularités. Mais quant à lui, il ne formule aucun doute sur la date, 1550. Il ne formule aucune hypothèse sur le lieu d'édition ni sur le nom de l'imprimeur.
Il n'avance aucune hypothèse non plus pour établir quelle est l'édition originale de ces 5 exemplaires, de ces 5 éditions. Alors, plusieurs décennies plus tard, en 1906, Alexandre Gerber reprenait cette étude et affirmait qu'il était désormais admis, pour de multiples raisons, d'ordre typographique entre autres, que les éditions de Bartolomeo Gamba de la Testina, que donc Bartolomeo Gamba avait étudiées, avaient toutes été imprimées à Genève au début du XVIIe siècle. Et alors, concernant le choix de ces éditions de porter cette date 1550, il est probable qu'il s'agit là d'un subterfuge pour contourner la censure, étant donné que les livres de Machiavel sont à l'index, le pape Paul IV les a mis à l'index dès 1559. Donc, en simulant une édition antérieure, on se protégeait des éventuelles accusations. Selon Gerber, le terminus post quem de l'édition originale serait le 1538 en raison d'une lecture comparative entre les éditions de l'art de la guerre de la Testina et une édition de l'art de la guerre de 1587 et en raison d'une même opération qu'il conduit sur l'exemplaire de la Testina de Landor et une impression de 1588, une impression à Rome, une édition à Rome de 1588. Il reprend l'étude de Gamba et il parvient, bien évidemment avec un examen minutieux dont je vous passe les détails, aux conclusions suivantes. Celle que Bartolomeo Gamba considère comme la numéro 5, donc la dernière de Bartolomeo Gamba, serait en effet, en réalité, l'édition originale. Et concernant les 4 autres éditions, il fait également un classement au sujet de leur relation réciproque, dont je ne vais pas énumérer parce que sans avoir d'autres références, ce n'est pas particulièrement intéressant pour qui m'écoute. Donc, la première, l'édition originale, donc imprimée à Genève entre 1610 et 1619, et les 4 autres, toujours à Genève, mais plus tardivement, entre 1628 et 1670. Alors, parmi les nombreuses raisons qui conduisent Gerber à reconnaître dans la Gamba numéro 5 l'édition originale, il y a un élément qui est le plus macroscopique et qui concerne le traité de l'art de la guerre. Alors, ce traité contient 7 figures qui servent à illustrer l'exposé d'un des interlocuteurs du dialogue, Fabrizio Colonna. Alors, dans l'édition originale, je vais peut-être montrer les images, il y a en fait 2 différences importantes au sujet de ces figures. La première, c'est que dans l'édition originale, non, attends, comment tu fais pour monter? Non, remonter. Non, remonter, donc remonter vers l'autre image. Après ça, voilà.
Donc, non, alors, oui. Donc, dans l'édition originale, ces figures sont placées à la fin du texte de l'art de la guerre. Elles sont numérotées, elles sont placées à la fin du texte. Il y a une présentation générale de ces figures qui est placée avant les figures. Alors que dans les 4 autres éditions, ces figures sont distribuées dans le texte en fonction du moment où, dans le dialogue, intervient le discours de Fabrizio Colonna auquel elle se reporte. Autre différence qui concerne toujours l'art de la guerre, ces figures sont pour indiquer la distribution des troupes et des officiers. C'est dans ces figures les différents composants de la bataille sont indiqués par des symboles. Et ces symboles diffèrent entre les 4 premiers que je vais vous montrer là et l'édition et la 5e qui est l'édition originale. Donc, dans cette histoire complexe qui garde encore beaucoup de mystères, je me suis demandé où se situaient les exemplaires de la Testine de la bibliothèque Fesch. Alors, je dois à ce propos remercier mademoiselle Zinki-Lemoine parce qu'elle m'a fourni des très importants renseignements concernant la provenance surtout de ces exemplaires, notamment parce qu'il y en a un des 2 qui est incomplet. Donc, là, il y a une première... oui, ça c'est... Oui, excusez-moi, je reviens un moment en arrière. Ça, c'est la figure 7 des figures de l'art de la guerre. Alors, bien évidemment, vous ne pouvez pas le percevoir, mais il y a des petites différences entre cette 7e figure de l'art de la guerre et les 4 autres figures. Donc, oui. Oui. Donc, j'ai appelé des éditions conservées dans la bibliothèque Fesch 1, qui est l'édition complète, dont je montre ici la reliure, et Fesch 2, malheureusement, dont nous avons qu'un seul. Oui, ça c'est Fesch 2, que nous avons un seul exemplaire, et je fais un appel en très mauvais état, très très mauvais état, qui part en poussière, je dirais. Oui. Voilà. Et donc, concernant c'est vrai, j'aurais dû faire plus de photos, mais bon. Concernant leur provenance, Fesch 1, donc, qui est l'ouvrage complet, nous ne savons pas grand-chose au sujet de ces différents possesseurs, mais nous savons qu'il a intégré la bibliothèque du chapitre cathédrale de Notre-Dame de Paris, mais nous ne savons pas ni quand ni par quels moyens, s'agissait-il d'un don, de legs, et nous ne savons pas quand ils sont arrivés dans cette bibliothèque, parce qu'il n'y a aucune date. Nous pouvons supposer que son arrivée se situe entre 1700 et 1748, car l'intendant de la bibliothèque de cette époque, Victor Armand Guichon, a inscrit son nom. J'avais préparé les photos, je n'ai pas mis. Donc, on voit en tout cas le nom de Guichon ajouté à la main sur la page de titre. Parce que non, ça c'est... Oui, oui, excusez-moi. Parce que ça, c'est l'édition Fesch 1, et c'est là où il y a il y a à la fois l'appartenance première, la provenance, et l'inscription de Guichon.
donc, qui a dû inscrire son nom au moment où le livre a été reçu. Alors, toujours mademoiselle Lemoine m'a confirmé que la rayure de cette édition ainsi que la rayure de Fesch 2 ne sont pas des rayures originales et ils ont été nouvellement reliés. La reliure actuelle du livre, notamment donc du Fesch 1, a été faite au chapitre cathédrale de Notre-Dame de Paris. À partir de 1756, les ouvrages de la bibliothèque de Notre-Dame de Paris ont été dispersés dans différents dépôts de bibliothèques de province, dont, surtout après les saisies révolutionnaires, notamment à la bibliothèque aussi à Paris, à la bibliothèque de l'Arsenal et à la bibliothèque Mazarine. Les livres de Notre-Dame sont arrivés ici probablement par l'intervention de Lucien Bonaparte et donc Fesch 1 semble avoir suivi ce même parcours. Fesch 2, je vous disais, c'est en revanche un exemplaire incomplet dont nous avons qu'un volume dans lequel on trouve, grâce à Dieu, je dirais, les discours et l'art de la guerre. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est une chance, et d'autres ouvrages mineurs et les 2 comédies. Alors, au sujet de la provenance, même remarque à propos de la rayure actuelle qui a été réalisée probablement par les moines eux-mêmes, parce que cet exemplaire provient du couvent des Minimes. Voilà, comme est inscrit sur le... Bon, encore une fois, il est impossible de savoir à quel moment ni comment, parce que nous n'avons aucune indication à ce propos. On peut supposer qu'il est arrivé au couvent des Minimes après 1610, qui est la date de la fondation, et avant 1750, date à laquelle l'ex-libris manuscrits du couvent sont passés du latin au français. Comme cette reliure nous permet de deviner que ce livre n'appartenait certainement pas probablement pas à un personnage éminent, parce qu'on aurait dû avoir les armoiries inscrites sur la couverture. Oui, bon, j'accélère. Alors, concernant les 5 différentes éditions auxquelles j'ai fait référence et qui ont été étudiées pour la première fois par Bartolomeo Gamba, j'ai pu établir que Fesch 1 dérive directement de l'exemplaire Gamba 1, qui est celui que Gamba a examiné en premier. Et que, en revanche, l'exemplaire Fesch 2 dérive de l'édition originale. Parce que, comme je disais auparavant, comme un des éléments principaux qui nous permettent de déterminer que cette particularité de l'édition numéro 5 est que les figures suivent le texte de l'art de la guerre et soient indiquées avec des symboles différents. Et c'est exactement ce qu'on peut constater pour le volume qui reste dans la bibliothèque. Donc, il est incomplet, mais il dérive directement de l'édition originale.
Merci.